Bonjour, bienvenue à Jérusalem dans les bureaux de l'agence juive en plein cœur de Jérusalem. Aujourd'hui, on va donc parler de la création d'entreprises en Israël. Je m'appelle Esther Amar. Je vous parle aujourd'hui en tant que représentante du ministère de l'Intégration qui aide à la création d'entreprises en Israël. Et on va donc expliquer un petit peu la façon dont on procède en Israël quand on parle de création d'entreprise. D'un côté, un petit peu les aides auxquelles vous avez droit quand vous êtes encore à l'étranger, en France, puis en Israël, et un petit peu les différents types de structures, l'environnement économique de création d'entreprise qu'il y a ici. Donc on va commencer un petit peu par une présentation succincte de ce que je fais. Je m'appelle donc Esther Amar, je dirige un cabinet de consulting d'entreprise en fait à Jérusalem, et aussi fiscaliste. On accompagne énormément les créations d'entreprises à tous les niveaux, tant dans l'étude de faisabilité que dans l'option fiscale, on va dire, optimale concernant en fait la France et Israël. Donc dans le cadre de To Be in Israel, qui est en fait le projet du Misrad HaKlita qui accompagne les créations d'entreprises, vous pouvez déjà avoir des conseils gratuits en vous tournant vers le site, en posant vos questions, et un des conseillers qui sont agréés par le ministère de l'Intégration vous répondra concernant les questions que vous avez posées. Donc ça, c'est une première chose, et tous ces conseils-là sont gratuits. Vous pouvez aussi évaluer éventuellement des besoins de financement, ce qu'on appellerait des business plans, à distance pour vérifier effectivement que votre projet est faisable, qu'il tient la route, et ne pas attendre d'arriver en Israël d'un côté pour vérifier les choses. D'un autre côté, il est clair qu'en termes d'expérience, il est toujours beaucoup plus habile, malgré tout, d'un côté de prendre des informations, c'est sûr, mais s'il s'agit d'une création d'entreprise concernant le terrain israélien, c'est-à-dire qui s'adresse au marché israélien, c'est important de quand même avoir une petite expérience en Israël, de voir un petit peu comment ça fonctionne, de connaître les lieux, les mentalités et ainsi de suite. Voilà, ça c'est en termes d'expérience. Donc en termes d'aide de Business IS, ça se traduit essentiellement par du conseil d'entreprise qui est gratuit, ok, et des business plans et des renseignements en termes de sources de financement. En Israël, quand vous serez en Israël, vous aurez des aides déjà un peu plus concrètes puisqu'il s'agit d'un accompagnement beaucoup plus, on va dire, sur mesure qui est fait, qui est proposé aussi par le Misrad HaKlita, par le ministère de l'Intégration. Il y a différents centres de développement d'initiatives qu'on appelle EMATI qui vous aideront en termes de véritablement vous adresser aux sources de financement qui vous correspondront. Vous avez des cours de formation qui peuvent se tenir aussi en français dans différentes villes en Israël, qui traiteront de tous les points qui sont importants à la création d'entreprises. Et tout, évidemment, des services qui sont entre gratuits et subventionnés ou très peu chers pour tous les gens justement qui montent en Israël et qui comptent 10 ans d'Alia. Donc vous avez le temps, puisque à moins que vous reveniez en Israël, mais en tout cas vous avez jusqu'à 10 ans d'Alia pour en profiter. Okay. Donc ça, c'est en fait en gros les aides auxquelles on peut, dont on peut bénéficier en Israël concernant la création d'entreprise. Tout ce qui est en termes de liste de sources de financement, qui sont toujours les grandes questions qu'on pose, vous pouvez tout à fait rentrer dans les sites des MATI ou même de Business IL et encore une fois avoir des réponses selon vos questions. Concernant en fait la création pure d'entreprises en Israël, d'abord un petit mot. Et il est important de savoir qu'en Israël, plus de 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Alors il est clair que la définition d'une moyenne et petite entreprise varie d'un organisme à l'autre, mais on va dire que pour beaucoup d'organismes, la petite et moyenne entreprise en fait emploie jusqu'à 5 employés, ce qui est un peu différent de la France, et ce qui explique que en fait la petite entreprise en Israël est considérée comme l'entreprise qui est la plus importante, qui permet un développement intéressant, qui permet une bonne parnassa en Israël, à condition de connaître le marché, à condition de savoir comment faire, que ça soit sur le marché israélien, que vous vous tourniez vers le marché extérieur. L'essentiel, c'est quand même de connaître un petit peu son fonctionnement. Donc ça, c'est un premier point. Sachez que le monde de l'entrepreneur en Israël, il est vraiment très actif et il s'adresse justement aussi aux toutes petites entreprises. Donc ça, c'est une première chose. En termes de structure, si vous voulez, auquel on peut penser qu'on crée une entreprise. Pour vous donner un petit peu des repères en équivalence par rapport à votre système français, en Israël, il y a quand même moins de structures possibles que ce qu'il y a en France. Ça se résume en gros 3 groupes de structures possibles. La première, c'est l'association à but non lucratif qu'on appelle en Israël, en hébreu, Amuta,
okay, dont le but en fait est effectivement de servir des biens publics. Alors beaucoup de, on va dire, de business models qui se rapprochent quand même justement d'un business model, okay, peuvent rentrer dans ce genre de catégorie, okay, et donner donc en fait un service de biens publics. L'avantage, et le gros avantage de la Amuta, si vous voulez, c'est qu'en fait ils sont exonérés et d'impôts et de TVA sur les résultats. Et ils exigent pour sa création en fait d'avoir 7 membres dont la composition des membres est un petit peu spéciale. Je pense qu'il serait plus intéressant pour vous en fait de vous intéresser de façon plus concrète si c'est quelque chose qui vraiment vous concerne et de demander en fait la façon dont on constitue une Amuta auprès du registre des Amutot qu'on appelle en hébreu le Racham Amutot, okay, et donc qui va expliquer comment fonctionne en fait la répartition des 7 membres. Okay. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il vous faudra 7 membres de confiance pour créer votre Amuta dans la mesure où vous êtes intéressé pour être exonéré et d'impôts et de TVA sur vos résultats. Donc ça, c'est un premier type de structure. Le deuxième type de structure que vous connaissez peut-être mieux, c'est la SARL, ce qu'on appelle une SARL. Il n'y a pas tous les types de SARL que vous connaissez, qui sont les SS2I et ainsi de suite. Il y a une SARL qui peut avoir plusieurs formes, qui peut être créée sans apport de capital birlal, à une personne, et qui est en fait assez souple. Bon, l'intérêt, si vous voulez, en fait, de la création d'une SARL se résume à 2 choses, essentiellement. La première, c'est évidemment en termes de risque. Donc, la responsabilité se limite, si vous voulez, au bien de la société. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'en termes de responsabilité, ça ne vous éloigne pas de la responsabilité face aux banques, parce qu'en Israël, toute banque qui ouvre un compte commercial, société qui ouvre un compte banque commercial est obligée de porter caution personnelle concernant les actionnaires de la société, mais d'ensemble que le reste des tiers qui travaillent avec la société, face à eux, le risque est diminué puisque votre responsabilité se résume à ce qu'il y a dans la société. Ça, c'est une première chose. La deuxième raison pour laquelle on ouvre une société en Israël, donc BEAM, une SARL, c'est la traduction de SARL, c'est BEAM, Be'eravon Mugbal. La deuxième raison, c'est en fait un problème fiscal qui fait qu'après un bénéfice qui varie entre 40 et 45 000 shekels net par mois, il est plus intéressant d'avoir une société SARL pour des différents problèmes fiscaux qu'on ne va pas détailler ici. C'est un petit peu complexe, mais en tout cas, il faut retenir ces 2 choses-là. Donc, on a pour l'instant vu un petit peu l'association à but non lucratif qu'on appelle la Amuta. On voit la SARL, okay, donc, qui est en fait essentiellement une entité juridique différente de vous, qui s'est créée au Racham Achavarot, donc le registre des sociétés. En termes d'informations techniques, il y a une agra, ce qu'on appelle une sorte de frais à payer pour l'enregistrement d'une société qui est valable jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle vous êtes. Ensuite, vous pouvez créer votre structure fiscalement, c'est-à-dire l'ouvrir fiscalement. Ce qui est important à savoir, c'est que ce genre de structures peuvent tout à fait s'ouvrir quand vous êtes encore en France. Vous pouvez l'ouvrir à l'aide, donc en étant un touriste, si vous voulez. Alors, vous devriez, dans ces cas-là, choisir un représentant qu'on appelle un natsig. C'est quelqu'un qui va, en fait, être le représentant de votre société face aux institutions fiscales. En termes de temps, pour avoir une petite idée, si jamais c'est une société SARL est ouverte par un Israélien, alors ça prend à peu près l'équivalent de 1 ou 2 jours pour être inscrit au registre des sociétés. Si jamais on l'ouvre par un touriste, ça peut prendre jusqu'à plus d'1 mois. Voilà, c'est pour avoir une petite idée de temps. Et après, les choses s'enchaînent entre l'ouverture du compte commercial, après qu'on ait là, en fait, le document du registre des sociétés, et l'ouverture aux institutions fiscales, fonction des besoins de chacun. D'accord? Donc ça, c'est la SARL. Maintenant, en fait, les structures aussi qui existent et qui sont un petit peu plus que ce que vous connaissez, tout en ayant beaucoup moins de modulation et en fait de choix, c'est ce qu'on appellerait le nom propre. Alors, de ce que j'ai entendu des Français qui viennent me voir, en gros, il y a donc 2 types de noms propres. Il y a la micro-entreprise que vous connaissez, qu'on appelle ici le Osek Patour. Le Osek Patour, c'est une micro-entreprise. Alors, en France, je crois qu'on vous fait la différence entre le micro-entreprise qui donne des services et le micro-entreprise qui vend de la marchandise. Le service, je crois qu'il est limité à 70 000 € et la marchandise à 50 000 ou l'inverse. En Israël, le Osek Patour est en fait ce qui le définit. Okay, il est défini par 2 choses. La première chose, c'est qu'il va avoir un chiffre d'affaires limité à peu près 80 000 shekels. En 2015, 79 400 et quelques shekalim. D'accord? Donc, je parle d'un chiffre d'affaires. Je ne parle pas de bénéfices. Donc ça, c'est la première type de structure. Et la deuxième définition qu'il a, c'est en fait tout simplement qu'il est exempté de TVA. Ça veut dire qu'en fait, il va gagner la TVA sur son bénéfice. Donc, ses ventes n'auront pas besoin de rendre la TVA, mais ses achats, ils ne la récupéreront pas. Donc,
en résumé, si vous voulez, il va garder la TVA sur son bénéfice. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour les toutes petites structures de départ qui peuvent servir des gens qui vont faire des activités, des petites activités de vente, on va dire, de chez soi, ou bien des services du type graphisme ou du type couturière ou des choses comme ça qui vont en fait, le chiffre d'affaires va correspondre à ces 80 000 shekels, ou bien qu'ils ne sont absolument pas où ils démarrent. Et aussi, évidemment, ça exige que les investissements de départ dans ce genre de structure soient faibles, parce que sinon, ça ne devient pas très intéressant de perdre de la TVA sur des investissements importants, connaissant pas le chiffre d'affaires qu'on va faire pendant l'année. Donc ça, c'est en fait le côté micro-entrepreneur que vous connaissez. Par rapport à la TVA, c'est donc sa définition, il est exempté de TVA et son chiffre d'affaires doit être limité à 80 000 shekels à l'année. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, le deuxième type de nom propre qu'on peut envisager en Israël, qui n'est plus un micro-entrepreneur, qui est en fait un entrepreneur en nom propre, okay, qui n'offre pas la responsabilité limitée qu'une société, mais qui n'a plus de limite en termes de fonctionnement fiscal, on l'appelle le Osek Mourché. Le Osek Mourché, lui, en fait, il peut tout à fait fonctionner, employer des gens, au même titre que le Osek Pato d'ailleurs, mais il n'a plus de limite dans le chiffre d'affaires, il n'a plus d'exigences particulières, en fait, sur, on va dire, il n'a pas de limite, mais ce qui est important par contre de savoir, c'est que lui-même, il a une fiscalité intéressante que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas de la société SRL, que jusqu'à un bénéfice de 45 000 shekels par mois. Sinon, ça ne devient pas intéressant. On va expliquer un petit peu comment ça fonctionne en termes de charges et ainsi de suite. Ce qui est important de savoir dans ce Osek Mourché, en termes de choix, vous vous trouvez face à un choix, vous êtes en France et par exemple, vous voudriez ouvrir un nom propre pour continuer à travailler avec votre ancien patron. Je vous donne un exemple de ce que je trouve sur le terrain. Ok. Bon, alors évidemment, dans ce genre de cas, la plupart du temps, c'est plus intéressant d'être Osek Mourché. D'abord parce qu'on n'a pas tellement de choix. En plus, parce que votre chiffre d'affaires ne correspond pas. Au plus, troisième aussi chose qui limite le Osek Patour que j'ai oublié de dire un peu auparavant, c'est le fait que tout le monde ne peut pas être Osek Patour. Vous prenez des corps de métiers particuliers qui sont édités dans la TVA, on ne peut pas en fait les ouvrir en tant qu'Osek Patour. Je vais vous donner des exemples. Les médecins, les experts comptables, les psychologues, les traducteurs, les gens qui font une évaluation des propriétés, et ainsi de suite. Il y a plusieurs listes comme ça, détaillées, dans les lois israéliennes, qui expliquent qu'on ne peut pas ouvrir Osek Patour. Donc, dans votre cas, si vous voudriez travailler, par exemple, en tant que consultant pour votre ancien patron, alors, de toutes les façons, je pense, vu le chiffre d'affaires, vous serez amené à faire un Osek Mourché. Maintenant, si vous voudriez, par exemple, faire de la communication ou bien faire des constructions de sites internet et que vous commencez en tout petit, vous pouvez avoir le choix d'ouvrir un Osek Patour, ce n'est pas un problème. On peut passer de l'un à l'autre. Je vais expliquer un petit peu ce à quoi il faut faire attention, mais c'est des choses qui sont envisageables. Quels sont les exemples? Par contre, ce qui est aussi intéressant à savoir, qui est propre au marché israélien, des gens me donnent en fait leur proposition de contrat de travail en tant qu'employé dans des sociétés israéliennes. Il faut savoir que c'est très intéressant des fois de pouvoir proposer dans des petites structures, quand l'employeur est une petite structure israélienne et qui est assez souple, de vous proposer d'être en fait dans des conditions d'employeur et d'employé, mais de le faire sous le couvert d'un Osek Mourché. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce qu'en fait, à l'aide du Osek Mourché, il y a des dépenses qui seront déductibles beaucoup plus importantes que sur un salaire, sur lequel en fait on peut tout à fait réduire la base imposable et donc faire en sorte que le même argent soit tout à fait mieux utilisé vous concernant. Et que pour l'employeur, vous lui revenez exactement au même coût. Donc ce sont des choses aussi qu'on peut proposer qui sont intéressantes. Et donc c'est des choses auxquelles vous pouvez aussi penser. Je vous donne quand même un petit tip comme ça. Il faut savoir que même si vous êtes en France et que vous avez ce genre de modèle, à savoir continuer à travailler d'Israël en faisant les allers-retours ainsi de suite ou bien d'y penser, vous pouvez tout à fait ouvrir votre Osek Mourché avant même de faire votre alia. D'accord? Il suffit d'avoir un représentant israélien qui sera lui représentant fiscal pour vous en Israël. Donc ça, c'est en fait l'histoire du Osek Mourché. Alors la question c'est de savoir, voilà, j'ai ouvert mon Osek Patour, je me développe, ça marche bien, et mon chiffre d'affaires en milieu d'année dépasse les 80 000 shekels prévus du Osek Patour. Qu'est-ce qu'on fait? Donc évidemment, bon, il est quand même beaucoup plus recommandé de vous adresser à un cabinet comptable ou d'expertise comptable qui vous accompagne, mais l'idée c'est qu'en milieu de période, on va donc vous faire passer de Patour à Mourché, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer vos TVA sur achat et déduire
et donc vous serez obligé de déduire la TVA sur vos ventes, de les rendre à l'État. Alors évidemment, ce qui est important à savoir, c'est que dans un cas comme ça, si vous passez d'un OSEC Patour à un OSEC Mourché, il faut bien faire attention justement de ne pas acheter de gros achats, de gros investissements pour passer d'une structure à l'autre en tant qu'OSEC Patour. Vous perdriez la TVA sur ces achats. Donc c'est important que vous soyez accompagné et que vous compreniez en fait à quel moment vous pouvez passer de l'un à l'autre. Okay? Au même titre, on peut tout à fait passer d'un OSEC Mourché à une société SARL. Dans la mesure où, au bout d'un moment, le OSEC Mourché devient trop étroit, le bénéfice trop important, on ferme le OSEC Mourché et on le rend SARL, ça pose absolument aucun problème. Et donc, en fait, ça permet une optimisation des résultats. Ok. Si on parle un petit peu de ce qui se passe en termes de, pas d'imposition, non, mais on va dire un petit peu de charges patronales, de la façon dont ça fonctionne en termes d'imposition en Israël. On ne va pas parler de fiscalité du tout entre la France et Israël, on ne parle pas de ça, on ne parle que de la façon dont fonctionne en fait un nom propre ou bien une société SARL en Israël, ok, ou une Amouta. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la Amouta elle est exemptée à tous les niveaux, donc en fait a priori, la façon dont les gens se rémunèrent au sein de la Amouta seront par des salaires sur lesquels il y a en fait, alors sur le salaire brut, ok, il y a évidemment des charges patronales et il y a une différence entre le brut et le net de l'employé. Ok, donc on va les athlètes parler de ça. Ce même salaire-là, ces mêmes charges dont on parle dans le cadre de la Amouta sera le même dans le cadre d'un nom propre ou dans le cadre d'une SARL. Donc en tant que salarié, ça se passe exactement de la même façon entre le brut et le net pour tout le monde. La différence qui va y être entre ces structures-là, ça va être des fois les charges patronales. Okay? Donc, en termes de brut et du net de l'employé. Donc, si jamais on fixe à quelqu'un un salaire brut, je dis n'importe quoi, de 10 000 shekels. Alors, dans ces cas-là, le salaire de 10 000 shekels, il va être imposé, entre guillemets, d'impôt et de bitoach lomi. On va lui prélever sur le brut de l'employé, l'impôt et le bitoach lomi. Pourquoi l'impôt? Parce qu'en Israël, l'impôt est à la source. Donc c'est important que vous sachiez qu'en Israël, vous n'aurez pas besoin de faire de déclaration de revenus en tant que salarié, puisque l'impôt est prélevé au fur et à mesure de vos salaires. Ok? Donc on ne va pas rentrer dans les détails de l'imposition maintenant en Israël, mais par contre, je vais vous donner des petites références. Si on prend un olé hadash, parce qu'on entend beaucoup de bruit, un olé hadash, il ne paye pas d'impôt sur les salaires, et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un homme olé hadash, d'accord, qui vient en Israël et qui commence à travailler dès ses premiers mois d'Alia. Il a les 3 premières années et demie d'Alia, des exemptions d'impôts qui feront que sur un salaire jusqu'à peu près 10 000 shekels bruts par mois, il ne paiera pas d'impôts. Ça, c'est un homme qui, marié ou pas, mais qui n'a pas d'enfant de moins de 3 ans. En Israël, chaque enfant de moins de 3 ans à l'homme rajoute des points de dégrèvement d'une valeur d'à peu près, rajoute 2 points de dégrèvement d'une valeur d'à peu près 220 shekels. Bon, c'est quelque chose qui ne vous parle pas trop puisque vous ne connaissez pas en fait, la façon dont la fiscalité s'applique. Mais ce qui est important que vous rappeliez, c'est qu'en termes de salaire, sur un salaire jusqu'à 10 000 shekels, la personne, le olé hadash, ne paiera pas d'impôt. Ok ? Et il va payer aussi du bitoach lomi par contre. Comment fonctionne le bitoach lomi? La sécurité sociale. Vous savez que quand vous venez en Israël, je pense que vous l'avez dû l'entendre de différents organismes, vous avez une bitoach lomi gratuit pendant 1 an. Le bitoach lomi en Israël, il vous donne et la sécurité sociale et la caisse maladie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on travaille, on n'a plus de gratuité de bitoach lomi. Dès que vous commencez à travailler, vous devez payer votre bitoach lomi et c'est fait à travers votre fiche de paie. En termes de pourcentage, pour vous donner une petite idée, donc jusqu'à 5 500 shekels de brut, salaire brut, l'employé payera 3,5% de bitoach lomi. Okay? Et après, sur tout ce qui dépasse les 5 500 shekels brut, il payera 12%. D'accord, de bitoach lomi. Donc, si vous voulez faire un rapport à peu près, je ne sais pas, sur 10 000 shekels, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais sur 10 000 shekels, un olé hadash ne paiera pas d'impôt, va payer du bitoach lomi à peu près dans les 1200 shekels, quelque chose comme ça, ouais, à peu près 1200 shekels. Donc, ça lui fera 12% en fait de charge pour lui, si vous voulez, charge employée de son brut. D'accord? Ces charges-là vont se retrouver, et cette ventilation des charges se retrouveront exactement dans la même façon quand un OSEC Mourché emploiera des gens, quand une société SARL on emploiera des gens, à condition qu'ils soient israéliens. D'accord? Si jamais vous désirez quand même employer quelqu'un qui n'est pas israélien, ok, et qui est en fait touriste, dans le sens il n'est pas résident. Faites attention, on parle de résidence fiscale. On ne parle pas du fait qu'on ait un numéro de Teudat Zehut ou pas. La Teudat Zehut ne donne rien si la résidence fiscale ne s'accompagne pas, c'est-à-dire qu'en fait la personne n'est pas au moins 180 jours en Israël et n'a pas son foyer en Israël, dans le sens son activité, son centre de vie. Donc si jamais vous décidez quand même
vous prenez, je sais pas moi, par exemple, des étudiants de France qui viennent faire des stages ici, qui sont rémunérés, ainsi de suite. Ça occasionne immédiatement donc d'abord des impôts, puisque les non-résidents n'auront pas d'abattement d'impôt du tout, donc en fait eux ils vont se retrouver avec l'impôt sans aucun abattement, ok, et ça va créer en plus une charge supplémentaire pour l'employeur, ça qu'on va voir ultérieurement. Donc si je résume, en tant qu'employé, vous pouvez chercher même sur internet, vous avez dans différents endroits, vous verrez le détail exact des paliers des impositions, ok, qui s'appliquent en fait sur un salaire israélien. En tout cas, pour un Olé Hadash qui monte en Israël jusqu'à 10 000 shekels, il ne paiera pas. Pour une femme qui a même 2-3 enfants, en dessous de 19 ans, on pourra poser le brut à peu près jusqu'à 13 000 shekels brut sur laquelle elle ne paiera pas d'impôt. D'accord? Donc ça, c'est en gros le Bitoach Leumi tel qu'on l'a expliqué. Ça, c'est par rapport aux salariés. Maintenant, un nom propre, lui-même, sans parler des salaires qu'il fait aux autres, puisque lui-même, il ne peut pas être salarié en tant que nom propre, les résultats de sa société, c'est lui-même. Il utilise l'argent comme il veut, il n'a pas besoin d'en justifier, les bénéfices sont à lui. Alors lui, il a imposé un petit peu différemment. L'imposition elle-même pure face aux impôts est la même qu'un salarié, mais par contre, le Bitoach Leumi change. Et ce qui est d'ailleurs, en fait, si vous voulez, le fait que le Bitoach Leumi soit élevé pour un nom propre explique qu'après un certain bénéfice, on a besoin de passer en SARL. Donc, un Bitoach Leumi pour un nom propre, c'est en fait 9% 82 jusqu'aux 5500 premiers shkalim, comme on l'a vu pour le salarié. Et tout ce qui dépasse, c'est 16% 23. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée, en fait, de ce que va payer, on va dire, un nom propre, quelqu'un qui a un nom propre sur les résultats de sa société, sur les résultats de son bénéfice, de son entreprise, plutôt pas de société, de son entreprise, ok, au quotidien. Donc, on a compris, en fait, qu'on peut commencer par des petites structures en Israël, on peut commencer par le Osek Patour, puis le Osek Morché, puis, pardon, devenir SARL par la suite, ok. Excusez-moi. Donc, ok, donc en termes de création, donc c'est un petit peu les structures qu'on nous propose et dans lesquelles vous pouvez évoluer en Israël. En termes de marché israélien, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Quels sont les marchés qui marchent, quels sont les marchés qui ne marchent pas? Alors évidemment, on a un petit peu tous les bruits. Bon, on va dire que le marché de la nourriture dans les petites structures du type pizzeria, snack, des structures qui ne demandent pas des frais fixes importants, sont justement des choses qui marchent bien dans la mesure où l'implantation est bien faite et est faite dans un centre de Jérusalem avec du passage. Évidemment, chaque cas fonction de ce qu'il va en fait vendre et évidemment en fonction de la concurrence présente sur le marché, mais on va dire que tout ce qui est alimentaire dans les petites structures, pas dans les grands cafés, dans les grands restaurants, petites structures marchent bien. Évidemment, beaucoup d'activités en termes de services aussi fonctionnent très bien. Est-ce qu'il y a des activités... Bon, alors, qu'est-ce que font les Français en Israël? Ils font pas mal de choses. Hein. Ça démarre de l'optique, les habits, l'alimentaire. Quand je dis l'alimentaire, c'est les pâtisseries, les restaurants. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on a tout ce qui est en termes de services aussi, et effectivement, tout ce qui est médecin. Il y a différents types de médecine que les Israéliens connaissent peu, qui sont importés par les Français, qui marchent très bien aussi. J'essaie de réfléchir un petit peu tout ce que je vois comme ça dans le cabinet, mais dans l'idée, en fait, c'est positif d'être entrepreneur en Israël. Je recommande les gens qui en ont la façon d'être, la capacité, en fait, le sens un petit peu de ce genre de choses et de ne pas avoir l'esprit du salariat, de se lancer sur le monde de l'entrepreneuriat en Israël, sachant qu'il y a des choses à faire, que les Français d'ensemble se débrouillent très bien. Les Français qui sont assistés avec un conseil, qui font les choses de façon mesurée, et les résultats sont là pour le dire, en tout cas de tous les affaires qu'on peut côtoyer, nous, à travers le MATI, à travers mon cabinet moi-même, ou bien à travers le Misra d'Aklita. Dans l'ensemble, les choses se passent très bien. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour vous en termes d'ANIA. Maintenant, s'il y a des questions, alors on y répondra avec plaisir. Sinon, je pense que vous pouvez vous tourner de toutes les façons. Si les questions ne vous viennent pas maintenant, vous pouvez tout à fait vous tourner vers le site de Toubin Israël, ok, et poser les questions qui vous intéressent et les conseillers donc, vont vous répondre en fonction de vos besoins. Voilà. Donc ça, c'est pour notre première émission de création d'entreprise en Israël. Si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les écrire maintenant dans le chat et on va vous répondre.
Alors on pose une première question sur les CDI et CDD en fait, donc par rapport à l'emploi, comme en France. Alors pas du tout. En Israël, on va dire que faudrait changer on va dire faire un petit switch comme ça, parce que si vous voulez, il y a effectivement des droits aux employés, c'est clair, mais c'est pas aussi légiféré qu'en France. Quelqu'un qui rentre dans son travail, il n'a absolument pas, si vous voulez, de type de poste qui va lui assurer une certaine pérennité, pas du tout. Il rentre au travail, si ça marche bien, il est matov, si ça marche pas, l'employeur peut tout à fait lui dire que ça lui convient pas. Il y a des règles en Israël pour envoyer en fait un employé. Il y a une période de préavis en fait fonction de l'ancienneté de l'employé. Mais disons que c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'en France de renvoyer quelqu'un, pardon. Et donc il n'y a pas ce système de contrat déterminé à durée déterminée ou indéterminée. Et c'est en fait une question de faire ses preuves sur le terrain et de bien travailler. Et dans l'ensemble, quand les employeurs aussi mettent du leur, parce que c'est pas toujours non plus évident, alors ça se passe bien et les gens travaillent bien. Maintenant, encore une fois, il faut voir ça en termes de quoi. Alors, il y a une autre question sur les masters franchises en termes de restauration. Bon, vous avez un centre en Israël des franchises qui aide dans tout ce qui touche justement au montage, à la création d'une franchise. Vous pouvez avoir les informations qui vous conviennent. Évidemment, ce sont des gros projets. Donc, il faut évaluer un petit peu d'abord ce que vous apportez, dans quel style de vie le premier voudrait en fait implanter votre master franchise, la première entreprise qui va ouvrir dans le domaine. Et vous pouvez tout à fait, si vous avez des questions concrètes, les poser par Internet, par mail, et on essaiera de vous y répondre, bien sachant que ce genre de projet, de toutes les façons, demande, quoi qu'il arrive, évidemment, des évaluations plus concrètes, plus importantes, des études de marché, ainsi de suite. Voilà. Donc, bon, c'est clair que tous les services ne peuvent pas être pris en compte par le ministère de l'Intégration et qu'une partie du conseil primaire, on va dire, sera donnée. Après, dans les études plus importantes, c'est clair qu'il faudra vous tourner quand même vers des corps, on va dire, d'autres corps de métier. Voilà. Attendez, je me rapproche, je vais voir les questions de près. Ok. Comment s'y prendre pour monter une crèche en Israël? Ok. Comment s'y prendre pour monter une crèche en Israël? Alors, une crèche en Israël, en fait, il y a des autorisations de différents types à obtenir, tant sur le local que sur, évidemment, sa logistique interne et sur sa répartition interne. Vous dépendez essentiellement du ministère de l'Industrie, en ce qu'on appelle le Tamat en hébreu, de Misrad HaKalkala, du ministère de l'Industrie et de l'Emploi, qui lui fixe et s'occupe de tout ce qui touche au Maonot. La crèche en hébreu, ça s'appelle un Maon, et c'est en fait eux qui vont vous donner, si vous voulez, les exigences pour avoir ce qu'on appelle un permis d'exercer. On ne peut pas ouvrir une crèche sans avoir de permis d'exercer conforme justement à leurs exigences. Donc la première chose à faire, c'est de voir en fait quelles sont les exigences et est-ce que le local que vous cherchez est adapté. D'accord? Ça c'est important. En Israël, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais c'est très important de comprendre que dans beaucoup de corps de métier, il faut un permis d'exercer, ce qu'on appelle un Rishayon Esek. Et le permis d'exercer peut rendre complètement obsolète votre investissement si vous l'aviez fait dans un local qui ne correspond pas aux critères de l'instance qui correspond, que ce soit le ministère de la Santé, si on touche à l'alimentaire ou bien à la santé, ou bien de la municipalité pour d'autres types d'activités. Et donc, c'est la première chose à laquelle vous devez penser quand vous sortez à l'extérieur, quand vous allez prendre un local, de savoir si oui ou non vous avez le droit d'exercer dans ce local et que vous pourrez obtenir un permis d'exercer, qui n'est pas lié à votre capacité d'exercer et à l'endroit lui-même. Ok? Donc ça, c'est important. Ok. Ah, je suis arrivée en retard, il y a possibilité de rattraper ce cours SVP. D'après ce que je comprends, le cours sera monté sur YouTube, donc de toutes les façons, ok, vous pourrez le voir et le réentendre. D'autres questions, pouvez vous adresser au site de Business IL Chauve. En français, il y aura des conseillers qui vous répondront, et voilà, ok. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je m'appelle Esther Amar, et vous pouvez aussi me poser des questions. La question n'est pas claire. Laurent, la question n'est pas claire. Laurent Gauthier, Laurent Gauthier, votre question concernant votre licence. Licence en quoi? Vous me dites, si je passe la licence après mon ulpan, puis-je travailler seul ou uniquement au sein d'une agence? Vous parlez peut-être d'immobilier, et je ne sais pas de quelle agence vous parlez, alors précisez quand même dans votre question. Comme ça, je peux vous répondre. Ok. C'est possible d'embaucher des salariés alors comme en France, avec de nombreuses déclarations à faire? Non, encore une fois, je répète, il est simple d'embaucher des gens en Israël et de les renvoyer aussi, c'est simple. C'est simple d'embaucher, de renvoyer. Ce qui est important à savoir, c'est que vous n'avez pas de frais fixes ou de cotisations fixes
qui concerne l'ouverture d'un dossier d'employeur. Par exemple, vous avez ouvert un dossier d'employeur, vous avez une activité saisonnière, ok, et vous travaillez, je sais pas moi, 6 mois dans l'année, ok, vous paierez uniquement vos cotisations patronales sur les bruts déclarés. Donc quand vous déclarez pas de salaire, vous n'avez rien à payer, ok. Donc c'est pas, je crois, en France, de mes études, j'ai fait l'ESSEC en France, mais bon, je suis là depuis 25 ans, donc j'ai oublié. Mais ce n'est pas en fait forfaitaire par le fait d'avoir ouvert un dossier. Ok, c'est uniquement au prorata réel des salaires déclarés. Ok, pouvez-vous redonner le site sur lequel on peut poser les questions? Alors le site s'appelle To Be in Israel, vous tapez To Be in Israel. Ok, vous arrivez au site du ministère d'Aklita, là-bas il y a une possibilité ministère de l'intégration. Hein. Il y a une possibilité de poser vos questions sur la création d'entreprise. Ok. Alors, différence principale entre Osek Patour et Osek Mourché. Ok. Comme on l'a dit, l'essentiel des différences se porte en fait à deux choses. Un, c'est que le Osek Patour, il est exempté de TVA sur son bénéfice. Hein, je résume, ce qui n'est pas le cas du Osek Mourché. Il perd la TVA sur son bénéfice. Ok. Et le Osek Patour est limité par son chiffre d'affaires, à peu près 80 000 shekels de chiffre d'affaires, et le Osek Mourché n'a aucune limite. Voilà, c'est les différences essentielles. Évidemment, dans leur fonctionnement, dans leur déclaration, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez, en termes de définition, c'est ça l'essentiel des différences. Ok. Auprès des petites entreprises pour accompagner l'exportation des marchés africains. Je voulais créer ma société pour faire bénéficier les PME israéliennes de mon réseau d'exploitation marché. Création des organismes de fédération d'entreprises à contacter. Éventuellement, les gens qui s'occupent, donc la question qui a été posée par monsieur Robert Frankel. Ok, alors vous pouvez, Robert, tout à fait vous tourner vers il y a en fait en Israël ce qu'on appelle le Machon Hayetsu. Il y a différentes institutions, et le Igoud Ta'asianim. Il y a des institutions qui s'occupent d'accompagner les producteurs exportateurs en Israël, qui sont intéressés à justement se tourner vers des marchés africains. Donc c'est vers ce genre d'organisme. Et moi j'ai un de mes clients justement qui avait tout à fait travaillé en Israël et qui a été amené après à être exporté lui-même justement pour implanter et accompagner une société israélienne dans les marchés africains qu'il connaissait bien. Voilà, donc c'est des choses qui se font. Ok, j'ai entendu parler du support qui peut être apporté aux lignes par le MATI. Ok, le MATI en fait c'est une institution, c'est ce qu'on appelle un centre de développement d'initiative. Il y en a dans chacune des grandes villes et ils aident effectivement, ce sont ce qu'on appelle les Zahyanim, ceux qui s'occupent en fait d'aider l'Olim dans le cadre du ministère de l'intégration, du ministère d'Aklita. Et en fait, ça se passe quand vous êtes déjà en Israël, c'est-à-dire que pour l'instant, vous allez être aidé par le ministère de l'intégration sous le projet de To Be in Israel. Une fois en Israël, vous allez être aidé par le MATI. Le MATI peut apporter, on va dire en gros, 3 grands types d'aides. Le premier, ce sont d'une tutelle du conseil d'entreprise qui est gratuit complètement et une tutelle qui peut aller jusqu'à 20 ou 30 heures. Actuellement, ce que je vous dis, c'est ce qui est actuel puisque les budgets en Israël peuvent changer. Donc, en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Ça peut ne pas être vrai d'ici 2 mois ou 1 mois. Ok. Nos types d'aides par le MATI, ce sont des différentes sources de financement. Ce ne sont pas des dons. En aucun cas, il y a des dons. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y avait une idée de don comme ça, je ne sais pas si elle est encore praticable. Mais pour l'instant, ce sont des aides en fait aux emprunts, au financement, qui sont à des taux tout à fait préférentiels par rapport à ce qui se passe sur le marché israélien. Donc ça c'est le deuxième type d'aide et donc ils vous accompagneront effectivement dans l'obtention de l'emprunt. Et le troisième type d'aide, ce sont les cours de formation qui traitent de façon générale. Alors ils peuvent être aussi en français dans différentes villes. Il y en a à Jérusalem, je crois, des fois à Ashdod, à Netanya, qui vont expliquer un petit peu tout l'environnement économique, business que vous avez besoin de connaître pour la création de votre structure en Israël, sur le plan marketing, sur le plan des banques, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la mentalité, ainsi de suite, qui vous permet d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe en Israël. Ok ? Alors, on continue avec les questions. Ah, Laurent Gauthier, immobilier, tout à fait. Alors, ok, en tant qu'agent immobilier, enfin, dès que vous avez ce qu'on appelle le titre ici de métavers, c'est-à-dire que vous êtes un agent immobilier reconnu, vous avez un rishayon, un permis d'exercer en tant qu'agent immobilier, vous pouvez tout à fait commencer seul. Vous n'avez pas besoin du tout d'être dans une agence. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez ouvrir, mais par contre, vous êtes obligé d'ouvrir en Osek Mourché. Vous ne pouvez pas ouvrir en Osek Patour. C'est un des corps de métier qu'on ne peut pas ouvrir en tant qu'Osek Patour. D'accord ? Voilà. Ok, pouvez-vous nous donner l'adresse exacte du site To Be in Israel. Comment vous donner l'adresse exacte du site? Moi-même, je ne la connais pas bien. Je vais peut-être essayer de vous la trouver sur une des cartes de visite. 2 petites minutes. To Be in Israel. Bon, est-ce que j'ai pas ça là par hasard? Je pense que c'est www. Le chiffre 2 BINISRAEL et je pense que c'est .org.il, mais en tout cas je pense que le début est bon jusqu'à Israël. Après vérifier exactement. Ok,
Donc ces services sont-ils accessibles avant l'arrivée en Israël ou faut-il avoir fait l'ALIA pour y avoir accès? Non, justement pas. C'est les gens qui sont potentiellement clients à l'ALIA, on va dire, et qui ont des questions sur la création d'entreprise. Vous pouvez tout à fait poser vos questions sur ce site-là et c'est gratuit. Pour monter une crèche comme la France. Non. Ok, alors donc on peut anticiper on demande est-ce qu'on peut anticiper les étapes de création d'entreprise quand on est encore en France? Est-ce qu'il y a des aides comme en France pour monter une crèche? Donc anticiper les procédures, oui, comme je l'ai expliqué, il faut un représentant officiel qui soit israélien quand même, qui vous représente face aux institutions fiscales israéliennes. Ça, c'est pour l'ouverture véritable. Mais comme il y a énormément, surtout concernant une crèche, énormément de procédures administratives pour que vous soyez en phase avec en fait, le permis d'exercer, si vous voulez, qui va induire énormément de choses sur le local que vous allez prendre, franchement, c'est quelque chose que je n'aurais pas du tout conseillé de faire à l'avance, du tout, et de ne pas faire à distance. Pardon, en termes d'aide, il n'y a pas spécialement pour une crèche, il n'y a pas plus d'aide que pour le reste. Ce sont toutes les façons d'avoir les aides des emprunts ou du conseil que j'ai déjà énuméré avant, qui sont valables pour tout n'importe quel type de projet de structure, évidemment adapté au montant de l'investissement, ainsi de suite. C'est-à-dire que le gouvernement israélien et donc les responsables de ceux qui octroient les emprunts vont s'adapter en fait à votre projet et voir, en fonction de vos besoins, ce qu'ils peuvent vous accorder, en fonction de garanties qu'ils demandent, chacun a leur façon différente d'apporter des garanties ou de demander des garanties. Donc c'est important que en fait, vous puissiez rentrer dans ces sites pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Ok, des pattes. Alors, y a-t-il comme en France des pas de porte pour prendre des magasins et comment rentre-t-on dans les centres commerciaux? Ok. En Israël, il n'y a pas, tout ça n'est pas très légiféré. C'est vous et votre chance pour reprendre un local. Donc, vous n'avez pas cette notion de pas de porte, mais tout à fait, vous avez des gens qui vous demanderont de leur rembourser les investissements faits dans le local. Donc, c'est ce que vous appelleriez peut-être des pas de porte. Ici, c'est vraiment en fonction de chacun de son activité. Pour trouver des locaux qui sont vides et il n'y aura pas de pas de porte, ça dépend de ce que vous achetez. Et en plus de ça, hein, en termes de prix au métrage, c'est aussi très peu légiféré, c'est un peu comme dans les maisons privées. Vous avez votre chance. Par contre, concernant les canyonimes, c'est-à-dire en fait les centres commerciaux, là par contre c'est nettement plus légiféré. Il y a un prix au mètre carré, fonction de l'endroit où vous voulez, fonction du centre commercial. Je pense que vous pouvez rentrer sur Internet, chercher études de marché des centres commerciaux, vous en trouverez, puisque l'autorité des PME avait fait une sorte d'étude comme ça. Alors, c'est peut-être pas très actualisé, mais ça vous donne un peu une idée de la façon dont ça fonctionne. Pour rentrer dans un centre commercial, il y a en fait une direction qui s'occupe de ça et qui dit que s'il y a des locaux qui sont libres, évidemment, dans les centres commerciaux qui marchent très bien, c'est rare de voir des libérations de locaux rapidement. Si ce n'est, il n'y en a pas longtemps, il y en a eu au Canyon de Malcha et qui était à des conditions très intéressantes. La personne ne pouvait plus assurer les frais. Et donc des gens l'ont repris et ils ont eu en fait une grosse opportunité commerciale qui était intéressante. Ok. Peut-on être salarié d'une boîte et au sec marché pour une autre boîte, même dans un domaine d'activité similaire? Tout à fait. On peut tout à fait cumuler, être en fait salarié pour une société, avoir votre propre sec marché qui va lui facturer une autre société. Simplement, sachez que sur le plan de l'imposition, vous allez être imposé en double, c'est-à-dire que c'est en cumulé, pas en double. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, je donne un exemple, vous allez avoir un salaire de 6 000 shekels dans une société et votre bénéfice de OSEC marché va être de 12 000 shekels par mois. Alors vous n'allez pas imposer sur 6 000 shekels d'un côté et 12 000 shekels de l'autre, vous allez être imposé sur 18 000. Donc en fait, l'impôt à la source fait sur le salaire sera de X, qui correspondra à 6 000 shekels. L'expert comptable ou bien le fiscaliste qui vous accompagnera, lui, saura apprécier l'avance d'impôt qu'il faudra évaluer sur les 12 000 shekels, fonction de ce qui va ramener en fait comme étant en base imposable. Et c'est comme ça que vous allez fonctionner, puisque la notion d'impôt à la source en Israël, il est aussi valable pour les entreprises, il n'est pas uniquement valable que pour les salariés. Donc c'est important que vous sachiez que c'est comme ça que ça va fonctionner. Idem pour le bitoire lomi, ça ne marche pas palier de la même façon. Les paliers dont j'ai parlé tout à l'heure des 5 500 shekels, ils sont pris en premier par le salariat, ce qui fait que le nom propre, le OSEC marché, pourra être tout de suite imposable à 16% 23 sur son premier bénéfice réalisé. Ok, donc bon, mais ce sont des calculs à faire et des optimisations qu'on peut faire en fonction des lois israéliennes. Mais c'est des choses qui sont envisageables. Ok. Maintenant, Maud Benamou. Comment une entreprise française de type SAS peut-elle apporter des fonds dans le cadre de la création d'une entreprise en Israël?
Je ne connais pas bien les structures SAS, hein, je vous dis sincèrement, j'ai quitté depuis longtemps la France, donc à part mes études brèves, enfin de 4 ans à l'ESSEC, je ne me rappelle plus bien ce qui se passe. Mais en tout cas, en termes d'apport de fonds, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où vous apportez en fait des fonds dans votre structure israélienne, s'il s'agit d'une société aussi SARL d'une entreprise, alors ça sera traduit comme apport de fonds. Donc ça, c'est une chose qui donc sera écrite dans les livres comptables de la société. Si c'est un nom propre, il n'y a pas cette notion. Il n'y a pas la notion. Le nom propre n'a pas la notion face à tiers avec lesquels il travaille. Il n'a de notion que de bénéfices, ses recettes face à ses dépenses. Donc vous n'aurez absolument pas de trace de votre apport, si vous voulez. Si vous créeriez, en fait, un nom propre. D'accord? Donc si vous créez une SARL, il n'y a aucun problème. Si vous créez un nom propre, alors dans ces cas-là, il n'y aura pas cette notion d'apport tel qu'on le voit dans, en fait, les livres comptables d'une société. D'accord? Mais il n'y a pas de problème qu'une société, il faut voir avec votre fiscaliste français, est-ce que ça pose problème qu'il fasse des apports dans une structure israélienne qui soit israélienne? De ce que je vois de tous mes clients, ce n'est pas problématique réellement, mais c'est quelque chose qu'il faut bien vérifier dans votre façon de fonctionner. Je regarde juste les questions, je me penche un petit peu sur le côté. Ok? Existe-t-il un organisme de conseil spécialisé dans la restauration et études de marché? Il y a des conseillers qui sont spécialisés dans la restauration pour les études de marché. Et il y a des organismes qui sont spécialisés en Israël dans les études de marché. Et donc, vous pouvez chercher sur Internet. Je ne pense pas que le ministère de l'Intégration offre ce genre de services, puisque ce sont des services qui sont plus dans le cadre d'un service déjà plus lourd et privé. Mais posez toujours la question, on va essayer de se renseigner pour vous. Voilà, mais il y en a, c'est sûr. Ok? Pouvez-vous, SVP, nous communiquer les coordonnées du centre des franchises? Ouais, alors ça, il faudra m'envoyer la question par mail parce qu'il faudrait que moi-même que je cherche les coordonnées. Je ne connais pas leurs coordonnées téléphoniques. Donc, je vous les trouverai et je vous les communiquerai. D'accord? Vous pouvez envoyer des mails sur le site de To Be in Israel. Quelle législation pour les chambres d'hôtes? Ok. Les chambres d'hôtes, ce qu'on appelle ici en Israël, ça serait en fait une sorte de location à court terme. Donc de prendre une maison que vous répartiriez en plusieurs chambres d'hôtes, ok, et que vous loueriez. À court terme, je suppose, en fait, en recette saisonnière. Alors en fait, on revient au même principe. Tout dépend du chiffre d'affaires. Il y a plusieurs façons de payer, de déclarer des impôts en Israël, de déclarer des locations en fait en Israël. Il y a plusieurs types de cursus fiscaux, puisque là, votre question un petit peu, c'est un problème fiscal. Soit on n'ouvre absolument aucun dossier, et dans ces cas-là, aux impôts, et dans ces cas-là, on paye 10% sur le chiffre d'affaires réalisé, et personne ne nous pose de questions sur quoi que ce soit, sachant que c'est limité quand même à un chiffre d'affaires annuel à peu près dans les, si mes souvenirs sont bons, dans les 350 000 shekels. Autre solution, c'est qu'on ouvre un dossier face aux impôts uniquement. Ce n'est pas un dossier ni au SEC Paton ni au SEC Mourché. Ce n'est pas une entité donc fiscale dans la TVA, mais uniquement face aux impôts, qui, elle, vous permettrait de payer 30% d'impôts sur les bénéfices cette fois-ci. Quand on parle de bénéfices, on va parler de tous les frais occasionnés par vos recettes locatives, que ce soit l'amortissement de l'immeuble ou des biens, les investissements que vous auriez fait, donc l'amortissement de tous les frais de rénovation, que ce soit si jamais vous appreniez des emprunts sur lesquels il y a des intérêts, vous pourriez aussi déduire une partie des intérêts et ainsi de suite. Donc, fonction de l'option optimale fiscale pour vous, c'est à choisir les types de structures qui vous conviennent. Ok? Donc, donc c'est clair, il n'y a pas de structure à la TVA, il y a en fait une ouverture de dossier face aux impôts. Ok, quel est le salaire moyen en Israël? Y a-t-il un SMIC? Ok. Alors le salaire moyen en Israël, il est édité par le ministère par le Bitoach Leumi, qui est une courbe de Gauss en fait, en gros, qui résume tel qu'il dit les choses, qui est à peu près de 8 900 shekels mensuels, pas moi, hein, au shekel près. Vous direz aux Israéliens, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai, puisque le salaire minimum actuel est de 25 shekels de l'heure. Donc quand vous voyez que le poste habituel en Israël est pour un temps plein, 186 heures par mois fois 25, on n'arrive pas à 8 900. Un salaire moyen, beaucoup de gens gagnent peu et beaucoup de gens gagnent beaucoup. Donc on arrive à une moyenne assez élevée qui ne traduit pas forcément le marché israélien. Donc salaire minimum, le SMIC 25 shekels de l'heure brute et le salaire moyen dans les 8 900. Ok. Idem que SA pour la structure. Ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en Israël, on n'a pas ce genre de choix pour Maud. Hein. On n'a pas ce genre de choix entre SA, SAS, tous les types de structures que vous avez, vous, en France. Ici, on n'en a qu'une qui correspond à ça, c'est la SARL, ou ce qu'on appellerait la Chevra Mishpartit, qui est une société créée par un couple, qui a le même fonctionnement qu'une société SARL, si ce n'est que par rapport en fait en termes de risque, mais par contre en termes de fiscalité, c'est pas du tout le même fonctionnement et c'est pas toujours avantageux. Donc il faut vérifier en fait de quoi il s'agit. Donc vous faites un apport tel que vous l'entendez quand il s'agit d'une structure SARL.
Sinon, en tant que nom propre, il n'y a pas d'apport. Ok. Conseillez-vous d'avoir un projet avant l'Alia ou de voir auparavant sur place la demande en Israël? Si vous vous tournez vers le marché israélien, c'est clair qu'il vaut mieux attendre d'être en Israël, je pense. Sauf les gens qui connaissent, qui vont faire en fait la copie d'un projet qu'ils ont déjà en France, qui le tiennent et qui le connaissent bien, qui vont le copier sur le marché israélien. Ils pourront tout à fait demander des études de marché adaptées, ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut rechercher, c'est envisageable. Mais des gens qui vont démarrer un projet sur le marché israélien alors qu'eux-mêmes ils n'en ont pas l'expérience en France du tout, ni d'entrepreneuriat, ni bichlal du projet lui-même, je pense que c'est beaucoup plus prudent d'avoir au moins un an de vie en Israël, de voir un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne, et peut-être d'ici là vous changerez plusieurs fois d'avis en termes de projet, qu'est-ce que vous allez choisir et qu'est-ce que vous n'allez pas choisir. Ça serait quand même beaucoup plus prudent d'attendre un peu. Alors est-ce qu'on a... יש לנו עוד שאלות? אני פשוט גמרתי את כולם. אמור לחזור למעלה? לא. לא. Ok. Bon, est-ce que d'autres gens auraient des questions puisqu'on arrive à la fin de l'émission? Donc... si jamais quelqu'un a des questions, avec plaisir. Et sinon, ben voilà. Hein, je vois qu'une autre question s'affiche. Ok. Les Israéliens sont-ils sensibles aux franchises? Ok. Bon, je vais vous dire, le centre des franchises israélien aide n'importe quel type de franchisé, en fait, dans la mesure où le projet tient la route. Donc, eux, ils vont vous dire, d'après le marché israélien, d'après la mentalité, d'après tout ce qui touche en termes de rentabilité du terrain, ok, food cost et ainsi de suite, savoir si votre projet tient la route. Okay, mais c'est clair qu'il y a énormément de franchises françaises et surtout de spécificités françaises qui se sont installées sur le marché israélien avec beaucoup de réussite. Donc c'est clair qu'il y a de la place pour tout le monde et d'autant plus que les Français viennent aussi, donc ils font partie du marché et que ça va tout aller dans le bon sens. Donc ils ont tout à fait cette ouverture-là des idées, des concepts français. Une autre question? Ok, peut-on obtenir des subventions en tant que Olé Hadash si on monte une société en tant que conseiller en investissement? D'abord, subvention, comme je l'ai peut-être dit au début de l'émission, si tout le monde n'était pas là, il n'y a pas de subvention franche en Israël, il n'y a pas de don à la création d'entreprise, ce sont des emprunts qui ont des taux préférentiels. Donc déjà, subvention, bof. Le conseil, oui. Le conseil subventionné qui est gratuit, vous pouvez l'avoir, effectivement. Maintenant, en termes d'investissement, si vous parlez d'investissement dans des sociétés existantes, ainsi de suite, en étant ce qu'on appelle un freelance ou bien... il n'y a pas vraiment de frais sur lesquels quelqu'un pourrait, même un organisme, vous donner de l'argent, sauf si vous voulez peut-être communiquer donc à travers un site ou des choses comme ça. Mais payer vos transports ou payer votre vie, le temps que vous réussissiez à faire des affaires, non, les organismes israéliens ne vous prêteront pas d'argent pour ce genre de choses. Et de Paris. Alors attendez, pouvez-vous nous accompagner de A sur Z un projet en amont de Paris? Alors, on peut alors, je vous explique. Donc, ici, moi, je viens, j'ai pas trop détaillé ce que je faisais, mais en fait, en Israël, le corps gouvernemental subventionne le corps privé. Donc, en dehors du chapeau que vous voyez sur ma tête, j'en ai pas mal d'autres. Donc, je suis mandatée par le ministère de l'Intégration, donc pour y répondre à vos questions quand vous êtes à l'extérieur. Je peux être mandatée aussi par le ministère ici du Misrad HaKalkala, ce qu'on appelle Emati, le Misrad HaKlita aussi en Israël, pour vous aider en Israël. Mais à part ça, j'ai un cabinet qui est complètement privé et qui aide à la création d'entreprises dans tout ce qui touche aux études de marché, aux fiscalités. Et là, ça dépend un peu des choses dont vous allez avoir besoin. Donc c'est clair que le Misrad HaKlita peut répondre à beaucoup de choses, si vous voulez, mais des études de marché ou bien des études fiscales particulières sur une optimisation entre la France et Israël, ce ne sont pas forcément des choses qu'ils font, puisqu'ils s'occupent de ce qui se passe en Israël essentiellement, où je peux donner en fait effectivement une réponse, mais ça sera fait un peu différemment. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont s'afficher. Oui, il y en a d'autres. La vente d'un commerce parisien après notre alia, pouvez-vous nous accompagner? Point de vue fiscal. Oui, je peux vous accompagner, mais pas sur ce qui se passe en France. On peut vous accompagner sur ce qui se passe ici en Israël, dans le sens où vous allez avoir des fiscalistes en France qui vont vous donner des options optimales en termes de fiscalisation en France, et nous en Israël, on vous aide sur ce qui se passe en Israël. Il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On arrive à la fin. Quels sont les taux horaires de consultants privés comme vous? Oula. Bon, je vous donne des réponses. En fait, dans le cadre de cette émission, malgré tout, je suis donc, je viens en tant que représentant du Misrad HaKlita, du ministère de l'Intégration. Maintenant, vous pouvez toujours me chercher sur Internet et là, vous aurez une idée plus juste de ce que je fais de façon autre et privée. Voilà, pour répondre à votre question. Au plaisir. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas.
Moi aussi, je suis très contente d'avoir fait les connaissances de tout le monde là, à travers les différentes questions. Voilà, bon, je pense qu'on peut terminer peut-être l'émission, sauf si encore une petite question. Et on s'arrête là. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois que... נראה לי שאפשר לסגור, או לגמור. Je vois plus d'autres questions. Donc je pense qu'on peut y aller. Alors, en tout cas, à bientôt. Bon courage, Be'atzlacha Rabba. Donc, beaucoup de réussite pour vos projets. Voilà, et on espère être à vos services pour vous aider dans votre alliance en Israël. Bon, Baruch Hashem, beaucoup de gens viennent ici maintenant, beaucoup de créés de projets et d'entreprises qui se marchent bien et on espère que vous en ferez partie. Voilà, bon courage.